Car Luc Ferry, l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Bonjour à tous, bonjour Luc. Bonjour Audrey. Ça va, vous avez toujours du temps pour nous. Laurent Wauquiez ne vous prend pas trop de temps, vous allez pouvoir continuer à venir nous voir toutes les semaines. Je sens un humour corrosif chez vous. On a appris il y a quelques jours que vous faisiez partie des 3 personnalités nommées par Laurent Wauquiez. Virginie Calmès, le député Guillaume Larrivé et vous-même pour concevoir le projet des Républicains pour la France. Laurent Wauquiez manque d'idées. Il faut être cohérent dans la vie. Moi, je vous l'ai toujours dit, je suis pour la reconstitution des partis de gouvernement. Je pense donc gauche démocratique, droite républicaine. Je pense que le face-à-face entre le centrisme et les extrêmes est calamiteux pour le pays. Le grand risque, vous savez Audrey, c'est qu'il se passe la même chose en France que ce qui s'est passé en Italie. Matteo Renzi était un peu le Macron local, si je puis dire. C'est pas désobligeant. C'est un type charmant, sympathique, intelligent et jeune et beau gosse. Il avait toutes les qualités qu'a Macron. Et en face de lui, les populistes l'ont emporté, l'ont écrasé, l'ont laminé aux dernières élections. C'est un très grand danger d'avoir un face-à-face entre centre et extrême. Donc je suis pour la reconstitution de partis de gouvernement. Et si je peux aider à la reconstitution de la droite républicaine, j'en serais ravi. Pourquoi avoir dire oui? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à Laurent Wauquiez? Ce que je peux lui apporter, d'abord, c'est ce qu'il veut. Moi, j'ai 67 ans, je ne cherche pas un poste. J'ai déjà été ministre, j'ai passé l'âge puis j'ai un métier. Non, je pense qu'il y a 3 sujets sur lesquels la droite républicaine peut vraiment apporter quelque chose au pays. Il ne s'agit pas de faire gagner une écurie pour faire gagner une écurie. Je pense que la question européenne est très importante parce qu'au fond, on a un face-à-face aujourd'hui entre les gens qui veulent sortir, les extrêmes qui sont très anti-européens, que ce soit la France insoumise ou que ce soit le Front National. Et puis de l'autre côté, on a un Emmanuel Macron qui veut ouvrir l'Europe aux Balkans. Je suis tout à fait hostile à cette ouverture aux Balkans. Et donc, je pense qu'il y a un projet européen à défendre. Je pense que sur la 3e révolution industrielle et sur la question de l'intelligence artificielle et sur la question du rapport entre l'Europe et les GAFA américains, il y a un vrai grand sujet sur lequel notre gouvernement actuel n'est pas du tout au point. Et puis, je pense que sur la question de l'islamisme, on est totalement naïf. Faire venir 100 imams algériens pour fêter le ramadan en France, alors qu'on parle d'un islam de France, je pense que c'est de la folie. Voilà. Et donc, on a autre chose à dire aux jeunes des banlieues que de leur faire venir des imams d'Algérie. Le Figaro vous décrit comme un proche de Laurent Wauquiez et dit aussi que vous serez de plus en plus cité comme possible tête de liste aux européennes. Mais non. Ça, c'est pas de retour politique. Mais non, bien sûr que non. J'ai passé l'âge de faire ça et puis ça ne m'intéresse pas. Non, d'ailleurs, je l'ai dit à Laurent Wauquiez. Non, ce que je découvre, j'ajoute une chose, parce que c'est important, je pense que l'image médiatique de Laurent Wauquiez est totalement tordue aujourd'hui. Elle est totalement parasitée. Je vois que beaucoup de gens ont une très mauvaise image de lui à tort. Moi, je commence à bien le connaître. D'abord, j'ai quand même le respect, ancien ministre de l'Éducation, pour quelqu'un qui a été premier à l'agrégation d'histoire et qui a été premier à l'ENA, mais premier à l'agrégation d'histoire. Je vais vous dire, Audrey, on ne peut pas y arriver sans avoir énormément travaillé et sans être quand même très intelligent. Donc je découvre quelqu'un d'extrêmement intelligent qui travaille beaucoup, très grande expérience politique, il est quand même un grand élu, il a été plusieurs fois ministre, et quelqu'un qui en vérité est très gentil. Donc voilà, je me dis après tout, je ne vends pas mon âme au diable. Voilà. Et je pense encore une fois que c'est vital pour le pays qu'on une droite républicaine en état de marche et même une gauche démocratique. Je ne suis pas de gauche, donc je ne vais pas aller chez eux. Mais j'espère qu'Olivier Faure fera le boulot et qu'il sera capable de remettre en état un parti socialiste qui aujourd'hui est totalement dans les choux. Alors vous qui conseillez le premier opposant Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé comment hier sur TF1 et LCI? Alors écoutez, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai trouvé très bon, si je puis dire. Je ne l'ai pas vu parce que je travaille, mais j'ai lu la presse. Vous avez lu le résumé. Voilà, et je pense qu'il a totalement raison, à la fois de garder le cap sur la SNCF. Il a totalement raison de dire que les étudiants n'ont pas besoin d'avoir des diplômes en chocolat et donc il faut évacuer les facs Tolbiac et la Sorbonne, et qu'il a totalement raison aussi d'évacuer la ZAD de Nantes. Bon, sur ces 3 sujets-là, je le défends à fond et donc il a tout mon soutien. C'est pas la peine d'être faucheton. C'est pas parce qu'on est des adversaires politiques qu'on est obligé d'être de mauvaise foi et d'être malhonnête intellectuellement. Donc je pense que sur ces 3 sujets, il a entièrement raison. Mais j'ajoute une chose, Audrey, c'est que c'est son intérêt. Il ne peut pas faire autrement. Parce que l'objectif de Macron, c'est à la fois de réformer le pays, pourquoi pas, mais c'est surtout, politiquement, de casser la droite en deux et de récupérer définitivement les constructifs, les Agir, les Raffarin, les Juppé qui vont plutôt chez lui, et de les garder. Et évidemment, s'il n'a pas la posture du réformateur courageux, toute cette partie de la droite reviendra chez Wauquiez. Donc c'est ça le véritable enjeu. Donc il ne peut pas, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas se permettre d'être autre chose que courageux et ferme. Et ça, le lectorat du Figaro
Figaro adore. Et donc ça casse la droite en deux. Mon journal préféré, je suis au Figaro, mais ça casse la droite en deux. Et donc il y a un double objectif, réformer la SNCF, très bien, virer les zadistes, très bien, mais c'est surtout politiquement, d'un point de vue tactique, récupérer la fraction de la droite qui est fascinée par le courage, la réforme, qui se dit mais ça fait 20 ans qu'on attend qu'on ait un président qui fasse ce qu'il dit, qui réforme, etc. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il a exactement le même discours que les ministres de droite, même en 68, alors en disant c'était le langage est le même. Les casseurs, voilà. À la Sorbonne, donc les forces de l'ordre ont délogé 200 étudiants. Oui. Donc, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des casseurs. Ça, c'est le discours de la droite camembert. Des agitateurs professionnels, dit Emmanuel Macron. C'est perfit 1968, voilà. Et donc, c'est parfait, parce que ça, évidemment, là, les vieilles dames de Faisan applaudissent des deux mains. Voilà. Alors, je souris un peu en disant ça, parce que j'ai rien contre les vieilles dames de Faisan. Mais je dis que n'oubliez jamais qu'il y a deux objectifs. Réformer le pays, récupérer la droite. Et la fermeté, donc face à ces c'est le courage, fermeté, c'est ce que la facs. droite adore. C'est ce qu'elle a toujours reproché à Chirac. Mais vous pensez qu'il a raison d'être ferme face aux étudiants qui bloquent les facs? Vous savez, on peut très bien avoir raison et en même temps être un tacticien. C'est pour ça que la droite républicaine est très embêtée aujourd'hui, parce que finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise contre la réforme de la SNCF? Elle est pour. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise contre l'évacuation des étudiants? Elle est pour. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise contre l'évacuation des zadistes? Elle est pour. Concernant les étudiants, vous parliez de perfide 68. Il y a un air de mai 68 ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça, c'est une ânerie, c'est un défaut d'analyse complet. En 68, il y avait des idéologies extrêmement puissantes, le maoïsme, le trotskisme, tout le monde était marxiste-léniniste dans la rue. C'était des idéologies détestables, mais extrêmement fortes. Donc les étudiants qui rêvent de faire leur mai 68 se... Mais non, là, je sais pas, moi, quand j'ai commencé à voir, du temps où j'étais ministre, les étudiants manifestaient pour leur retraite, j'ai compris que 68 était mort, parce qu'en 68, ils pouvaient manifester pour des conneries insondables comme le maoïsme, mais pas pour leur retraite. Mais pas pour leur retraite, voilà. Donc là, on a vraiment... Vous savez, c'est le problème de la gauche d'une manière générale. Elle était révolutionnaire encore dans les années 60, elle est devenue hyper conservatrice, elle veut conserver les acquis aujourd'hui. Et donc la gauche n'est plus utopique aujourd'hui, elle est conservatrice. Paradoxalement, c'est la droite qui est mobile et c'est la gauche qui est plantée, si je puis dire. Et donc les étudiants aujourd'hui, il n'y a rien de commun avec mai 68 parce qu'il n'y a pas de grandes idéologies qui permettraient de dire on va faire la révolution. L'un des sujets dont vous voulez parler ce matin, c'est la Syrie. Après l'utilisation d'armes chimiques, Donald Trump prévenait la Syrie qu'il allait attaquer, puis finalement il tempère son intention. Il fait bien, Emmanuel Macron aurait aussi l'intention de vouloir intervenir en Syrie. Ce serait une erreur selon vous? Oui, je dis à Emmanuel Macron... N'écoutez pas seulement les moralistes. Il faut aussi réfléchir avant d'intervenir. L'intervention en Irak a été une catastrophe. L'intervention en Libye a été une catastrophe. Pourquoi? Il y a trois raisons, je vous les indique très rapidement. La première, c'est que si on affaiblit Bachar, paradoxalement, quoi qu'on pense de lui, c'est pas le problème, on va rééquilibrer plus ou moins les forces et donc on va relancer la guerre. La guerre va devenir interminable. La deuxième raison, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis syriens chrétiens qui me disent mais si Bachar tombe, quelle que soit la saloperie du bonhomme, si Bachar tombe, c'est Al-Qaïda qui prend sa place et c'est pire pour nous, on sera égorgés dans le quart d'heure. Et la troisième raison, c'est que les Russes sont quand même nos principaux alliés avec les Kurdes, mais d'abord les Russes, dans la lutte contre Daesh. Et je ne vois pas quel intérêt on a à avoir des anicroches militaires avec les Russes, avec la Russie. Donc pour ces trois raisons, je dis faites attention. Et je dis au président de la République, réfléchissez avant, la morale n'est malheureusement pas, je dis malheureusement, j'aimerais bien que la morale soit une boussole, mais la morale n'est malheureusement pas une boussole en politique, et notamment dans ce terrain-là. Dans cette guerre, il n'y a rien à défendre. Et je vous donne un exemple. En 1943, Churchill et De Gaulle étaient quand même très contents de voir Staline arriver sur le front de l'Est. Est-ce que pour autant ils étaient devenus staliniens? On peut être très content que Bachar lutte contre Daesh et contre Al-Qaïda sans trouver pour autant que Bachar est plus formidable que Staline. Bon, et donc voilà, les ennemis de nos ennemis sont malgré tout pas nos amis, mais ce sont nos alliés. Et donc c'est le cas de Bachar, c'est le cas de Poutine. Donc intervenir là pour refaire la même chose qu'en Libye, pitié. Ne faites pas ça. Et en plus, encore une fois, affaiblir l'armée de Bachar, c'est rééquilibrer les forces, donc c'est rendre la guerre interminable. On n'a aucun intérêt à ça. Donc, quelle que soit la manière dont je prends les choses, c'est évidemment pas pour défendre l'usage d'armes chimiques, qui est une abomination. Mais cela dit, vous savez, avoir un bras arraché par un éclat d'obus et crever pendant... Le problème, c'est qu'ils ont mis la ligne rouge là. C'est l'utilisation d'armes chimiques, on intervient. Mais vous savez, mon père me racontait qu'il avait vu des gens mourir avec une balle dans le ventre, pleurer pendant 2 jours, appeler leur mère. Bon, c'est pas mieux que les armes chimiques. Bon, tout ça, laissons ça de côté, mais une intervention militaire en Syrie, on n'a rien à faire là-bas. Ce serait une catastrophe. Autre sujet dont vous voulez parler ce matin,
Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'annonce officielle de la venue de 100 imams algériens à l'occasion du Ramadan. Alors, il s'agit d'un accord passé à Alger entre Gérard Collomb et le ministre algérien des Affaires religieuses. C'est un accord qui date, déjà sous Sarkozy, mais cet on accord peut casser cet avait lieu. accord. Il a été dénoncé par Manuel Valls, qui veut y mettre un terme, et vous aussi, ça vous dérange. Mais Manuel Valls, c'est pas un fasciste, c'est ridicule, Manuel Valls, c'est un vrai démocrate. D'ailleurs, Gérard Collomb aussi. Là aussi, je vais dire les choses très honnêtement, j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'estime pour Gérard Collomb, que je connais depuis longtemps, qui a été un excellent maire de Lyon, c'est pas le problème. Mais vraiment, ce partenariat est absurde. On parle d'un islam de France et on va faire venir des imams d'Algérie. Est-ce que vous croyez qui ont été sélectionnés, je cite une agence de presse algérienne, pour les aptitudes à diffuser un discours religieux modéré et éclairé. Mais on n'a pas de tenir un discours religieux, quel qu'il soit, dans les banlieues. Quel qu'il soit. Et donc, est-ce qu'on imagine le président de la République faire venir du Vatican sans curé pour aller fêter Pâques? Non, enfin, c'est absurde. Et le discours qu'on doit tenir aux jeunes des banlieues, c'est pas un discours religieux, c'est le discours de l'éducation nationale, de l'instruction publique, c'est le discours de la laïcité. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire quand on dit qu'on va faire un islam de France? Qu'est-ce qu'on a à faire de faire venir des imams d'Algérie? Surtout quand on voit la situation des non-croyants ou des apostats en Algérie, qui est abominable. Bon, donc franchement, on marche sur la tête. Et donc, lisez l'article de Jeannette Bougrab dans Le Figaro, qui est remarquable de lucidité, d'intelligence. Elle dit, mais les bras m'en tombent des mains, si je puis dire. C'est insupportable. Fille de Harki, qui est de culture, qui lit l'arabe, qui est de culture musulmane, même si elle n'est pas musulmane elle-même, mais elle est une vraie laïque. Elle dit, mais c'est impossible, c'est inimaginable qu'aujourd'hui, on fasse venir des imams pour parler aux jeunes des banlieues. Ça n'a pas de sens. Ça nous amène au débat sur la laïcité relancée cette semaine. Emmanuel Macron dit vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. La gauche lui reproche une atteinte à la laïcité. Elle est si fragile que ça, la laïcité? Non, mais là aussi, Macron a raison. C'est pas le sujet. Que le président de la République aille au dîner du CRIF, qu'il parle au CFCM, qu'il parle aux musulmans, qu'il parle aux catholiques, qu'il parle aux juifs, c'est parfaitement son rôle, c'est parfaitement normal. Et les religions, dans un pays même extrêmement laïque comme la France, ont leur mot à dire. Elles ont toute une sagesse séculaire à apporter. Ça ne veut pas dire que c'est elles qui font la loi, pour autant. Moi, j'étais très hostile à la manif pour tous, mais je comprenais parfaitement qu'un juif orthodoxe ou un catholique traditionnaliste soit hostile au mariage gay. Moi, j'étais contre eux, je défendais le mariage gay, mais je comprenais parfaitement leur position et elle doit être écoutée. Et donc, que le président de la République parle aux catholiques, aux juifs, aux musulmans, c'est tout à fait son rôle. Et qui considère que les religions ont une place dans une société laïque, c'est tout à fait normal. Mais faire venir des imams d'Algérie, et donc faire venir des prédicateurs étrangers en France au moment où on dit il faut faire un islam de France, on marche sur la tête, c'est de la folie. La question récurrente va nous amener à Notre-Dame-des-Landes, votre question au bac philo cette semaine. Alors, moi, je poserai une question sur ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors, je ne vais pas le dire comme ça parce que les enfants ne savent pas forcément ce que c'est. Mais je leur poserai une question sur le droit de résistance. Est-ce qu'on doit toujours résister, notamment en démocratie, à une loi quand on la trouve injuste? Et comment doit-on résister à une loi qu'on trouve injuste ou à une politique qu'on trouve injuste? Voilà. Est-ce que le droit de résistance, on va le formuler comme ça, est toujours légitime? Et alors, évidemment, réfléchissez dans quelles conditions il est légitime, dans quelles conditions il ne l'est pas. Et au fond, l'idée que j'ai, c'est que le droit de résistance est très légitime dans les pays totalitaires. Par exemple, liste de Schindler, quand un Allemand a résisté à l'antisémitisme nazi grandiose. Dans une démocratie, c'est très différent. Dans une démocratie, on peut résister autrement que par la violence. Et à Notre-Dame-des-Landes ? À Notre-Dame-des-Landes, je suis depuis le début. Alors aujourd'hui, le gouvernement se rattrape, mais j'ai trouvé que la reddition en race campagne devant la Notre-Dame-des-Landes, devant les zadistes, était une véritable honte. Et c'était un déni de démocratie de A jusqu'à Z. Alors aujourd'hui, le gouvernement se rattrape, tant mieux, c'est toujours bon à prendre. Mais l'erreur première, c'était de céder aux zadistes. En tout cas, la fermeté de l'État aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, vous la soutenez aussi. Évidemment. Évidemment, des deux mains et des deux pieds, si ça peut vous faire plaisir, Audrey. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite de la